Il arrive un moment dans le parcours de chaque homme où il se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas le reflet qui lui fait face. Ce n'est pas en raison de transformations visibles, mais plutôt par leur absence. Les mêmes pensées, les peurs récurrentes et les récits répétitifs persistent. Les jours se fondent en semaines, les semaines en années, et aucun progrès intérieur n'a vraiment eu lieu. C'est une forme subtile de souffrance, silencieuse et insidieuse. Vous le ressentez pendant ces moments de calme nocturne, pleinement conscient qu'un changement est nécessaire et que cela commence par vous. La destruction n'est pas uniquement le chaos. Parfois, elle se manifeste par la clarté. Lorsque la vie suggère doucement que vous avez dépassé votre ancien moi, ignorer cette vérité conduit à une lente déchéance. La partie de vous qui recherche le confort, qui se justifie et qui négocie avec la peur doit être abandonnée, pas ajustée, pas améliorée, mais entièrement retirée. Cela capture le cœur du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'embellissement ou d'inspiration, mais de transformation véritable. Cela implique un changement irréversible qui ne cherche ni approbation ni reconnaissance. Cela exige que vous confrontiez vos faiblesses de front, choisissant d'émerger de ce feu profondément transformé. Se reconstruire requiert de déconstruire l'ancien. Comprenez que la plupart des gens ne comprendront pas pourquoi vous avez choisi le silence, pourquoi vous vous êtes estompé, pourquoi vous n'appréciez plus le même humour ou ne fréquentez plus les cercles familiers. Laissez-les spéculer. Permettez-leur de qualifier votre parcours d'arrogance, de détachement ou d'ego. Vous n'êtes pas ici pour vous conformer aux attentes du vieux monde. Vous êtes en quête de devenir quelque chose que le vieux monde ne peut pas catégoriser. Chaque itération précédente de vous n'existe que comme une ombre. Les ombres survivent tant que vous restez sous la même lumière. Pourtant, dès que vous bougez ou changez, l'ombre ne s'aligne plus. C'est le premier signe de croissance. Inconfort, déconnexion, distance. Ce n'est pas un signal d'égarement, mais de progrès enfin réalisé. Et non, le chemin ne sera pas simple. En fait, il est censé être difficile. Lorsque vous retirez les couches protectrices que vous avez accumulées pour endurer, vous révélez ce qui est authentique. Et cette réalité est souvent chaotique, incomplète et non préparée. Pourtant, elle est aussi authentique. Et de cette authenticité émerge la force. Le stoïcisme enseigne la leçon de l'endurance. Certes, pourtant, il va au-delà de la simple survie. Il encourage la création. Vous ne traversez pas simplement les difficultés, vous façonnez votre identité au milieu d'elles. Vous entrez dans le rôle à la fois de sculpteur et de pierre, en dépouillant les mensonges jusqu'à ce que seule l'authenticité reste. Cette authenticité, qui est unique à vous, devient le fondement d'un moi plus résilient. Alors, si vous nous écoutez en ce moment et ressentez cette étrange impulsion intérieure, cette douce voix qui suggère que votre ancien moi n'est pas suffisant, ne l'ignorez pas. Évitez de l'enterrer sous des distractions ou des routines malsaines. Prêtez attention, car c'est un appel. Pas seulement pour faire de légers ajustements, mais pour incinérer le vieux scénario et créer un tout nouveau récit. Votre identité passée ne vous définit pas. Ce qui compte vraiment, c'est votre volonté de démanteler ce qui ne vous sert plus et votre courage d'embrasser une nouvelle version de vous-même. Ce n'est pas une quête de vengeance ou de validation de vos choix par les autres. C'est un voyage vers le silence, la tranquillité et la réinvention, non pas pour le monde, mais pour vous. Et cela commence maintenant. Effacez les liens avec votre histoire. Il y a une raison fondamentale pour laquelle les anciens guerriers brûlaient leurs navires en envahissant un territoire ennemi. Ce n'était pas pour le spectacle, c'était pour gagner en clarté. Cela symbolisait une vérité unique. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement avancer. Seulement persévérer. C'est ce genre de résolution que vous devez adopter concernant votre passé.
Pas pour le garder à distance comme un filet de sécurité, ni pour le revisiter durant des moments difficiles, mais pour anéantir chaque chemin qui vous lie au moi, qui s'est contenté de moins que ce que vous méritez. Trop de gens aspirent à la croissance sans faire de sacrifice. Ils prétendent être prêts pour le changement, mais se surprennent à jeter un œil à leur passé chaque nuit avant de dormir. Ils continuent de tendre la main à des personnes qu'ils ont dépassées et de s'engager dans des habitudes familières, même si elles sont devenues toxiques. Mais la véritable transformation est inflexible. Elle ne permet pas à la nostalgie de servir de béquille. Elle n'a pas de politique de retour. Elle exige que vous relâchiez tout ce qui a jadis fourni un sentiment de sécurité, mais qui vous maintient maintenant enfermé. Le passé n'est pas simplement un souvenir, c'est une force motrice. Chaque pensée que vous continuez à répéter, chaque routine que vous n'arrivez pas à changer, devient la force gravitationnelle qui vous attire de nouveau vers votre ancien vous. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas définis par nos souvenirs, mais par nos choix. Comme l'a dit le sage Marcus Aurelius, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela englobe la manière dont vous portez votre passé. Vous pouvez choisir de le porter comme des chaînes ou de le considérer comme une armure qui ne vous va plus. Brûler le pont ne signifie pas effacer votre histoire. Cela signifie refuser de laisser votre passé dicter votre avenir. Cela implique d'interrompre vos pensées lorsque vous déclarez que c'est simplement qui vous êtes et de plutôt vous interroger qui aspirez-vous à devenir. Tant que vous ne vous détachez pas émotionnellement de votre ancienne identité, chaque nouvelle itération de vous-même reposera sur une base instable. Vous devez rendre votre métamorphose essentielle. Cela peut impliquer de couper les ponts avec certaines personnes, de quitter des relations qui ne vous ont pas vraiment reconnu malgré des années de connaissances et d'éliminer des habitudes qui autrefois offraient du réconfort pour survivre mais freinent votre croissance. Cela consiste à supprimer, purifier, effacer, non pas par vengeance mais pour le renouveau. Si vous maintenez même une seule connexion à votre ancien moi, vous risquez de revenir en arrière lorsque des défis surgiront. Et ces défis viendront sûrement. La transformation n'est pas une ascension constante, elle implique à la fois des effondrements et des reconstructions. Dans vos moments de faiblesse, votre esprit peut vous tenter avec de vieilles habitudes déguisées en confort, la relation que vous ne devriez pas raviver, la substance que vous avez promis d'abandonner, les routines qui vous ont anesthésié et ont fourni un sentiment de sécurité. C'est à ce moment-là que toutes les connexions au passé doivent être coupées. Pas de retour en arrière, seulement un chemin vers l'avant. Certains diront que vous avez changé. D'autres vous décriront comme froid, détaché ou dur. Pourtant, ils ne s'adressent pas à la nouvelle version de vous, ils pleurent l'ancienne version qui était plus facile à manipuler. Laissez-les faire. Ce n'est pas votre responsabilité d'entraîner tout le monde dans votre avenir. Certains étaient seulement destinés à expérimenter votre ancienne version. C'est leur chapitre. Votre prochain chapitre commence au moment où vous cessez de vous attarder sur le précédent. Il y a une liberté unique qui surgit lorsque le passé ne peut plus vous affecter, non pas en raison de son inexistence, mais parce que vous avez construit quelque chose de bien plus solide à la place. Une fois que cette libération devient votre ancre, tout se transforme. Vos attentes s'élèvent, vos routines s'affinent et vos limites prennent de la sainteté. Cette ancienne version de vous-même, celle qui s'excusait souvent d'être soit trop, soit pas assez, s'estompe. Vous évoluez en quelqu'un qui avance non pas par crainte de ce qu'il a perdu, mais par émerveillement de ce qu'il est en train de créer. Réfléchissez honnêtement. Quel pont hésitez-vous encore à brûler ? Quels aspects de votre ancienne identité résonnent encore dans votre vie actuelle ? Êtes-vous prêt à enfin faire taire ces échos, non pas avec de la colère, mais avec clarté ? Le feu que vous allumez derrière vous est le même feu qui façonne qui vous êtes destiné à devenir.
C'est la prise de conscience que la solitude n'est pas synonyme d'isolement, c'est en fait une forme de force. Ce n'est pas le genre de pouvoir bruyant et avide d'attention que la société promeut souvent, mais plutôt celui qui se développe dans le silence, sans public applaudissant, sans personne observant, et lorsque votre seul reflet est dans le miroir. Beaucoup craignent d'être seuls car ils n'ont jamais vraiment pris le temps de découvrir qui ils sont réellement. Ils remplissent leur vie de bruit, de distractions et d'opinions, tout pour éviter de confronter les réalités silencieuses de leur propre esprit. Pourtant, c'est dans ce silence, cette paix, que la véritable transformation prend racine. Marcher seul signifie que vous ne déléguez plus vos choix aux masses. Cela signifie que vos valeurs sont définies par vos propres croyances et non par une validation extérieure. Vous ne vous habillez pas pour les compliments des autres, vous ne jouez pas pour leurs applaudissements et vous ne vivez certainement pas selon leurs attentes. Au contraire, vous façonnez une vie qui résonne avec vos propres principes, même si elle est entièrement incomprise par les autres, surtout si elle l'est, car c'est le défi ultime. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous tout ce qui vous semble confortable pour vous transformer en quelqu'un de totalement nouveau ? On nous a appris à croire que la compagnie des autres signifie que nous sommes sur la bonne voie. Pourtant, la réalité est que les foules se rassemblent souvent autour de ce qui est confortable plutôt que de ce qui est authentique. Elles applaudissent le chemin le plus facile, le connu, l'attendu. Au fur et à mesure que vous commencez à penser différemment et à vivre différemment, pendant que vous commencez votre ascension, ne soyez pas étonnés si cette foule diminue. Ils ne partent pas parce que vous les avez déçus. Ils prennent du recul parce que vous les avez surpassés. C'est exactement comme cela que cela devrait se dérouler. Il existe une sorte de pouvoir sacré qui émerge lorsque vous réalisez chaque matin que vous êtes l'architecte de votre propre élan. Personne ne viendra vous sauver. Personne n'est obligé d'embrasser votre parcours. Un stoïcien comprend cela à un niveau profond. Épictète nous a appris à désirer les événements non pas comme nous aimerions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont, en utilisant ces événements comme carburant pour la maîtrise de soi. C'est la leçon que marcher seul nous enseigne. Vous découvrez que vous n'êtes pas soumis aux circonstances. Votre esprit est un sanctuaire qui reste intouchable, à moins que vous ne choisissiez de laisser l'invasion avoir lieu. Lorsque vous choisissez de marcher en solo, vos actions deviennent délibérées. Vous n'êtes pas influencé par les tendances ou les attentes extérieures. Vous commencez à refuser des demandes plus souvent, non par ressentiment, mais par respect pour vous-même. Vous protégez votre temps parce qu'il a de la valeur. Vous cessez de justifier vos choix. Vous arrêtez de chercher l'approbation. Vous apprenez à écouter votre voix intérieure au-dessus du vacarme du monde extérieur. Dans ce processus, vous retrouvez un trésor inestimable, la souveraineté sur votre propre existence. Pourtant, ce parcours n'est pas exempt d'épreuves. Il y aura des moments d'incertitude, des nuits où le silence semble écrasant et le manque d'approbation peut ressembler à un rejet. C'est à ce moment-là que la plupart des gens reculent. Cependant, c'est aussi là que la véritable évolution se produit. Dans cet espace, vous ne dépendez plus du soutien extérieur, vous restez ferme sur vos propres pieds. Chaque croyance est remise en question et chaque insécurité monte à la surface. À chaque pas que vous faites, vous construisez quelque chose qui ne peut pas vous être arraché, l'autonomie. La solitude vous oblige à affronter vos vulnérabilités sans distraction. Elle reflète votre ego, vos habitudes et vos faiblesses. Et cette confrontation sert de genèse à la discipline. Il n'y a pas de transfert de responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'attente d'un moment opportun. Vous vous rencontrez dans un état brut et non retouché. Dans cette brutalité honnête, vous soit vous retirez vers le confort, soit vous accédez à la clarté. Quand vous apprenez à naviguer dans la vie par vous-même, vous éliminez la peur d'être abandonné. Vous commencez à reconnaître que la solitude n'est pas une punition, c'est un processus d'affinage,
Une fois que vous maîtrisez cela, vous vous transformez en quelqu'un qui ne court pas après les autres. Au contraire, vous les attirez. Vous ne cherchez plus l'approbation. Votre simple présence transmet tout ce qu'il faut dire. L'ironie est qu'à mesure que vous atteignez ce niveau d'autosuffisance, les bonnes personnes seront naturellement attirées vers vous, non pas par besoin, mais parce que vous n'avez plus besoin de personne. Marcher seul n'est pas une forme de punition, c'est un privilège. Cela signifie que vous avez la force de vous diriger vous-même, d'interroger tout ce qui vous entoure, de déconstruire les illusions et de forger des croyances inébranlables. Cela indique que vous avez terminé d'attendre d'être choisi, aimé ou sauvé. Vous vous êtes déjà choisi. Donc, si vous vous trouvez sur ce chemin solitaire en ce moment, c'est un signe positif. Cela signifie que vous ne suivez pas simplement les autres. Cela signifie que vous ne portez pas de masque. Vous vous engagez dans un travail intérieur qui reste invisible, mais qui sera finalement ressenti par tout le monde avec le temps. Continuez d'avancer. Le voyage peut être solitaire, mais votre avenir prêtera attention à vos efforts. Comprenez que la solitude ne représente pas un manque de connexion. Au contraire, elle crée cette connexion cruciale avec vous-même, vous libérant du confort et de la faiblesse. Le confort peut être séduisant, vous enroulant autour de vous comme une couverture douillette par une froide matinée, douce, familière et presque impossible à résister. Pourtant, ce qui procure du confort aujourd'hui peut saper votre potentiel demain. Les stoïciens ont reconnu cette dure réalité. Plus vous recherchez le confort, plus vous diminuez la force mentale, émotionnelle et physique nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Et voici une réalité troublante dont beaucoup s'évitent. Si vous ne rompez pas intentionnellement avec votre zone de confort, elle deviendra progressivement votre confinement. La faiblesse n'arrive pas comme une tempête soudaine. Elle s'insinue lentement, se déguisant en repos, en récompense, en la notion que vous le méritez. Petit à petit, vous arrêtez votre progression, vous cessez de tester vos limites, vous commencez à opter pour le chemin le plus simple, vous pensez « je le ferai demain juste cette fois ». Soudain, cette phrase se transforme en votre identité. Vous arrêtez de prendre des risques. Vous arrêtez d'évoluer. Vous vous transformez en une simple ombre de la personne que vous envisagiez de devenir. Pas à cause de l'échec, mais parce que vous avez cédé au confort. Le confort nourrit la stagnation cultive la décadence. Quand la vie cesse de vous défier, votre croissance s'arrête. Considérez ceci, chaque moment significatif qui vous a façonné, vous a rendu plus résilient, plus acéré et plus conscient, ne provenait pas de la facilité. Il provenait de défis, d'inconfort et de se dépasser au-delà de ce que vous croyiez pouvoir endurer. C'est là que naît la véritable force. Pas dans la facilité, mais sous pression. Les stoïciens n'étaient pas seulement des philosophes, ils étaient des guerriers mentaux. Sénéca a déclaré « Nous devons subir un entraînement difficile en hiver et ne pas nous précipiter dans des choses pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. » Il comprenait qu'en l'absence de difficultés intentionnelles, l'esprit devient stagnant. L'esprit s'affaiblit et plus vous évitez la résistance, plus elle paraît étrangère, jusqu'à ce que même les défis mineurs semblent insurmontables. C'est pourquoi il est essentiel de se conditionner chaque jour à lutter contre l'attrait du confort. Non pas parce que la douleur a une vertu en soi, mais parce qu'elle révèle des vérités cruciales. La douleur met en lumière où vous êtes encore vulnérable, où il reste du travail à faire et où vous évitez encore votre véritable potentiel. Si vous trouvez le courage de l'embrasser plutôt que de fuir, vous commencez à redéfinir votre relation avec vous-même. Briser les chaînes de la faiblesse commence par une honnêteté brutale. Une honnêteté radicale et inconfortable. Vous devez vous demander « Où suis-je devenu complaisant ? Où ai-je fait des justifications ? Où ai-je préféré le chemin le plus facile à ce qui compte vraiment ?»
Ensuite, sans grandes annonces et sans attendre un moment idéal, vous vous attaquez à la tâche difficile, non pas pour le plaisir, mais parce qu'elle façonne la personne que vous aspirez à être. Peut-être se lever tôt, peut-être entamer cette conversation que vous avez reportée. Cela pourrait être renoncer à des engagements que vous aviez acceptés juste pour satisfaire les autres. Peut-être est-ce se consacrer aux tâches que vous avez retardées. Peu importe ce que c'est, confrontez-le. Ne tardez pas jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. Vous ne le serez pas. Le sentiment de préparation suit l'acte. La confiance émerge comme récompense, pas comme condition préalable. La faiblesse ne signifie pas que vous êtes incapable. Cela signifie que vous hésitez, et cette hésitation peut être dépassée. Chaque fois que vous optez pour l'effort plutôt que pour la commodité, vous renforcez une nouvelle identité. Vous évoluez en quelqu'un qui agit avec discipline plutôt qu'avec émotion. Avec le temps, cette répétition favorise une force intérieure, pas celle qui exige de la visibilité, mais celle qui vous ancre lorsque tout le reste est en tumulte. Le confort souhaite que vous vous installiez, la faiblesse désire la conformité. Pourtant, au fond, vous savez que vous n'avez pas été créé pour la médiocrité. Vous avez été conçu pour grandir, et la croissance nécessite de la friction, de la résistance et du sacrifice. Le coût de l'avancement est invariablement l'inconfort, tandis que le coût du confort est votre vie. Ne soyez pas la personne qui, 1 an plus tard, réalise qu'elle est toujours en stagnation. Soyez celui qui se retourne et peine à reconnaître son ancien moi, ayant rassemblé le courage d'affronter la fragilité et de la remplacer par la solidité. Alors, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à quel aspect de votre vie vous avez laissé le confort contrôler. Que se passerait-il si, pendant les 7 prochains jours, vous choisissiez l'opposé de ce qui vous semble simple? Que pourriez-vous construire si vous cessiez d'éviter la résistance et commenciez à l'utiliser? Parce que le chemin vers votre moi le plus fort commence au moment où vous arrêtez de négocier avec la faiblesse et commencez à opter pour ce qui vous rend digne de qui vous souhaitez devenir, effaçant votre ancienne mentalité et instillant une nouvelle. Votre existence est le reflet de la programmation que vous avez subie. Cela ne concerne pas seulement les choix délibérés que vous faites, cela englobe aussi les croyances inconscientes que vous avez adoptées, souvent sans en avoir conscience. Les influences de votre jeunesse, les peurs que vous avez acceptées sans question, les limites que vous considérez comme normales, tout cela contribue à votre cadre mental. Voici une réalité frappante. Si vous ne prenez pas l'initiative de réviser le récit qui se joue dans votre esprit, vous finirez par vivre l'histoire de quelqu'un d'autre pour toute votre vie. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'étendue de ce conditionnement. Cela se manifeste dans votre dialogue intérieur, lorsque vous faites face à des revers. Cela réside dans les aspirations que vous vous convainquez silencieusement sont hors de portée. Cela se révèle dans votre instinct de reculer lorsqu'on vous manque de respect, mais vous ne dites rien parce que cela a été votre réponse habituelle. Ces comportements répétés ne sont pas apparus par hasard. Ils ont été appris, et tout ce qui est appris peut être désappris. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est un outil, pas un souverain. Épictète a souligné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les individus, mais plutôt leur perception de ces événements. Ces perceptions proviennent de votre conditionnement, du script invisible que vous suivez chaque jour, souvent sans votre consentement. Par conséquent, si votre objectif est de vous reconstruire, il ne suffit pas de modifier vos habitudes. Vous devez creuser plus profondément. Vous devez interroger les croyances mêmes qui ont conduit à ces habitudes. Ce n'est pas simplement un changement superficiel, c'est une bataille intérieure. Chaque fois que vous essayez de penser différemment, l'ancienne programmation résistera. Elle vous pousse à rester petit, à chercher la sécurité. Elle murmure que la croissance est périlleuse, que l'ambition est intrinsèquement égoïste et que la discipline est trop difficile.
Si vous ne parvenez pas à maîtriser cette voix intérieure avec une pensée intentionnelle, elle saperait sans effort tout ce que vous essayez de créer. Reprogrammer votre esprit commence par la prise de conscience. Vous devez attraper ces pensées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Lorsque vous vous entendez dire « Je ne suis tout simplement pas ce genre de personne », mettez sur pause, remettez en question pourquoi. Découvrez l'origine de cette croyance. Était-ce un parent qui vous a transmis ces peurs? Était-ce un échec que vous n'avez jamais réellement traité? Y a-t-il eu une remarque faite il y a longtemps qui continue d'influencer vos choix aujourd'hui? Réfléchissez-y. En découvrant l'origine d'une croyance, vous diminuez son emprise sur vous. Ensuite, il est temps de faire le remplacement. Il ne suffit pas de simplement éliminer l'ancienne croyance. La nature déteste le vide. Si vous ne parvenez pas à établir une croyance plus forte, l'ancienne ressurgira inévitablement. Par conséquent, vous devez construire un nouveau récit, non pas un simple rêve éveillé, mais une identité délibérée liée à qui vous aspirez à être. Vous ne dites pas « je m'efforce d'être discipliné », vous affirmez « je suis discipliné ». Vous ne dites pas « peut-être qu'un jour je deviendrai confiant ». Au lieu de cela, vous déclarez « je cultive la confiance à travers mes actions ». Chaque jour, vous renforcez cette nouvelle identité par la répétition, en prenant des mesures, en façonnant vos pensées. Cela commence par de petites étapes, en reconnaissant les croyances auto-sabotantes et en les remplaçant. Puis cela grandit, ajoutant 2, puis 5. Vous commencez à créer des routines bâties autour de ces croyances. Votre discours change, vos mouvements évoluent. Vous cessez de tolérer des choses qui semblaient autrefois acceptables, car l'ancienne mentalité ne vous semble plus familière. Voilà comment vous pouvez être certain que le changement est authentique. Cela ne se produira pas instantanément. Il y aura des revers. La vieille voix peut refaire surface. C'est tout à fait normal. C'est à anticiper. Mais le changement réside dans votre prise de conscience. Vous l'attraperez et reprendrez votre force. Vous déclarerez « Non, ce n'est plus qui je suis ». Et même si vous fléchissez, vous ne resterez pas là, car votre nouvelle mentalité a pris racine. C'est intentionnel. Cela vous appartient. L'un des malentendus les plus répandus est que l'identité est immuable, que qui vous êtes est statique. Pourtant, le stoïcisme contredit cela en affirmant que vous êtes adaptable. Votre raison, votre perspective, votre philosophie peuvent et doivent évoluer si vous souhaitez vivre librement. Comme l'a judicieusement noté Marc Aurèle, l'âme absorbe les teintes de ses pensées. Cela indique que vos pensées sont significatives. Elles sont transformatrices, façonnant votre essence et déterminant votre futur. Prenez donc un moment pour réfléchir. Quelles pensées colorent actuellement votre âme? Quelles croyances influencent vos décisions quotidiennes? Et peut-être le plus crucial, ces croyances vous appartiennent-elles vraiment? Ou vous ont-elles été transmises? Car à moins que vous ne vous attaquiez à la fondation de vos processus de pensée, vous continuerez à nourrir les mauvaises herbes tout en vous demandant pourquoi rien de solide ne prospère. Transformer votre vie ne repose pas seulement sur une volonté de faire. Il s'agit de réviser le système qui régit vos actions. Cette transformation commence dès que vous cessez de fonctionner en pilote automatique et commencez à façonner un état d'esprit en accord avec votre plus haut potentiel. Il s'agit de rompre définitivement avec les influences négatives. Regardez autour de vous. Tous ceux de votre entourage ne s'engagent pas dans votre croissance et chaque personne qui vous sourit n'est pas forcément bienveillante. Certaines personnes se sentent plus à l'aise quand vous êtes stagnant, quand vous doutez de vous-même, quand vous devenez prévisible, gérable et contrôlable. C'est la dure réalité que beaucoup choisissent d'ignorer. Vous êtes sous une influence constante. La seule question est « par qui ?» Éliminer les influences néfastes n'est pas un acte de malice, c'est un acte de respect de soi. Il s'agit de protéger l'espace où votre futur est en train de se créer.
Car peu importe la clarté de votre vision, si votre environnement est rempli de voix qui la ridiculisent, la questionnent ou l'épuisent, le progrès sera difficile. Vous risquez de dépenser votre énergie à défendre votre avancée plutôt qu'à la poursuivre. Et c'est un jeu perdu d'avance. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de l'environnement. Ils croyaient que l'esprit a besoin d'un entraînement quotidien et nécessite également une protection. Vous ne pouvez pas vous préparer au combat et socialiser au milieu du chaos. Vous ne pouvez pas chercher la sagesse en vous entourant de distractions. Sénèque a un jour déclaré « Entourez-vous de personnes qui sont susceptibles de vous améliorer ». Ce n'est pas simplement un conseil, c'est une tactique de survie, car les gens plantent des idées dans votre esprit. Certains sèment des graines de courage, tandis que d'autres plantent du doute, et la plupart ne prennent pas le temps d'examiner ce qui prospère dans leur jardin mental, jusqu'à ce qu'ils soient envahis par les mauvaises herbes. Parfois, l'influence la plus périlleuse n'est pas un adversaire bruyant. C'est un ami proche avec un esprit étroit, l'individu qui soutient vos justifications, qui rit de vos tentatives d'évolution, qui vous ramène subtilement en arrière avec des commentaires comme « tu as changé » ou « ne prends pas la vie trop au sérieux, ne fais pas preuve d'humour ». C'est la peur qui se déguise en préoccupation. Laisser cela passer signifie que vous choisissez de vous diminuer pour apaiser les autres. Bien qu'un désengagement de certaines personnes puisse sembler extrême, cela ne doit pas être abrupt ou dramatique. Il n'y a aucune obligation à faire un discours d'adieu élaboré. Vous devez simplement faire une déclaration. Mon énergie est précieuse, mon temps est limité. Si votre présence mine ma paix, mon attention ou mon estime de moi, vous n'aurez plus accès. Point final. Ce principe s'étend au-delà des individus. Il englobe les médias que vous consommez, les comptes avec lesquels vous interagissez et les programmes que vous visionnez comme distraction pour ne pas faire face à vous-même. Tout ce que vous permettez d'entrer dans votre conscience façonne votre paysage émotionnel. Nourrissez-vous votre concentration ou alimentez-vous votre anxiété? Êtes-vous entouré de voix encourageantes ou de celles qui amplifient vos peurs passées? L'une des actions les plus courageuses que vous puissiez entreprendre est de choisir délibérément votre cercle. Examinez chaque relation et demandez-vous « Cette personne me dynamise-t-elle, me challenge-t-elle et m'inspire-t-elle ou occupe-t-elle simplement de l'espace ?» Si quelqu'un reste dans votre vie uniquement à cause de l'histoire, de l'habitude ou de la culpabilité, il est temps de réévaluer. La loyauté doit être acquise de manière constante. Votre avenir n'est pas obligé d'être lié aux invitations de votre passé. Vous pourriez ressentir de la culpabilité. Vous pourriez vous demander si vous êtes trop froid, trop égoïste ou trop distant. C'est une réaction normale, cela signale que vous êtes en train de guérir, car une partie de vous a été conditionnée à donner la priorité au confort des autres plutôt qu'à votre propre croissance. Au final, vous devez décider si vous voulez grandir ou plaire. Les deux ne peuvent coexister. Le stoïcisme nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature, qui est fondamentalement honnête. Les arbres perdent leurs feuilles, les serpents muent, l'ancien doit faire place au nouveau. Ce n'est pas personnel, c'est essentiel. Il en va de même pour vous. Vous n'avez aucune obligation de porter quiconque qui refuse de vous accompagner dans votre voyage. Vous n'avez pas à continuer à justifier vos progrès à ceux qui sont déterminés à les mal comprendre. Certaines personnes peuvent mal interpréter votre silence, pensant que votre distance est une expression d'arrogance. Qu'ils le pensent. Vous ne vous retirez pas des autres. Vous vous avancez vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous façonnez un environnement si solide et en harmonie avec vos principes que tout ce qui est en désaccord se dissipe simplement. Prenez un moment pour évaluer votre cercle, vos influences et vos habitudes. Réfléchissez à ce que vous pourriez devenir si vous cessiez de laisser ces influences s'infiltrer dans votre esprit. Que pourriez-vous accomplir si vous protégiez votre paix comme si votre avenir en dépendait? Parce qu'il en dépend réellement.
Établir une routine constante de croissance est primordial. La croissance ne surgit pas d'une étincelle soudaine de motivation. Elle se déploie dans les moments de calme, à travers une pratique cohérente, une approche structurée et une routine si forte et intentionnelle que revenir à vos anciens comportements devient impossible. Si vos journées sont chaotiques, votre vie le sera aussi. Et si vos habitudes manquent de constance, vos résultats le seront tout autant. C'est une dure vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le succès ne repose pas sur l'intensité, il repose sur la constance. Une routine solide transcende un simple emploi du temps. C'est une philosophie. C'est un engagement à ne plus attendre des circonstances parfaites et à commencer à façonner votre environnement pour qu'il s'aligne avec vos ambitions. Compter uniquement sur la volonté ne suffit pas, car la volonté s'amenuise et les émotions fluctuent. En revanche, la discipline cultivée par la routine est ce qui vous porte à travers les moments difficiles. Les stoïciens attachent une immense valeur aux routines. Marc Aurèle commençait chaque jour en se rappelant qu'il rencontrerait de l'égoïsme, de l'ingratitude et un comportement déraisonnable, et pourtant, il choisissait toujours d'interagir avec le monde avec intégrité. Ce n'était pas par hasard, c'était le résultat d'un entraînement et d'une pratique délibérée. C'était un homme qui avait réalisé que pour mener les autres efficacement, il faut d'abord se conquérir soi-même, et la maîtrise de soi commence par une structure solide. Alors, considérez ce que votre routine révèle de vos priorités, pas vos aspirations, pas votre tableau de vision, mais vos véritables comportements. Si quelqu'un enregistrait votre journée à partir du moment où vous vous levez, serait-il clair que vous construisez quelque chose de significatif? Ou semblerait-il que vous vous contentez de traverser la vie? Une routine robuste signifie qu'il y a des éléments essentiels qui ne peuvent pas être compromis dans votre vie quotidienne. Du temps consacré à l'activité physique. Du temps pour le calme mental. Il est temps de vous engager dans un travail concentré et intentionnel, sans interruption. Cela signifie que vous ne devez pas sauter du lit pour consulter votre téléphone immédiatement. Vous n'allez pas faire défiler les réseaux sociaux avant de vous recentrer. Vous ne laissez pas le bruit extérieur envahir votre esprit avant d'avoir traité vos propres pensées. Et ce n'est pas une question d'atteindre la perfection. Vous n'avez pas besoin de consacrer 10 heures à des rituels de productivité pour être efficace. Ce qui est nécessaire, c'est la simplicité, la clarté et une pratique constante. Réveillez-vous à la même heure chaque jour. Établissez une routine matinale distincte. Soyez conscient du moment où vous allez faire de l'exercice, quand vous allez travailler, quand vous allez prendre des pauses, et surtout, respectez-la même les jours où cela semble difficile. Surtout ces jours-là. C'est là que la vraie discipline se construit. Souvent, les gens poursuivent la motivation tout en négligeant l'importance de l'élan. La véritable croissance peut souvent sembler fastidieuse. Elle consiste à s'engager dans les mêmes actions au quotidien, même quand il n'y a pas d'applaudissements. C'est maîtriser les fondamentaux à tel point qu'ils deviennent naturels. Cela implique de croire que les efforts invisibles que vous investissez maintenant se révéleront plus tard sous des formes que vous ne comprenez peut-être pas encore. Votre routine doit servir d'ancrage. Lorsque la vie devient chaotique, elle doit vous ramener à votre essence. Lorsque les émotions remontent à la surface, elle doit apporter de la stabilité. Elle doit être élaborée non seulement pour ce que vous souhaitez accomplir, mais aussi pour le type de personne que vous aspirez à devenir. Car chaque habitude est une déclaration de votre futur moi. Une fois que vous accumulez assez de ces déclarations, la transformation devient inévitable. C'est là que la plupart trébuchent. Ils créent des routines pour leurs jours idéaux au lieu de leurs jours réels. Ils visent trop haut, trébuchent, puis abandonnent. Pourtant, un stoïque vise la résilience plutôt que la perfection. Créer quelque chose de durable, quelque chose de sincère, quelque chose qui peut résister à vos mauvaises humeurs, vos matins ensommeillés, vos après-midi sans inspiration.
Voilà le véritable chemin vers le succès, pas par des éclats soudains, mais avec un rythme régulier. La vie, sans aucun doute, essaiera de vous perturber. Les gens exigeront votre attention, des urgences surgiront. Pourtant, lorsque votre routine est ancrée dans la clarté et alignée sur un objectif, vous ne fléchirez pas. Vous vous adapterez sans faiblir. C'est la caractéristique d'un système résilient. Il plie, mais reste intact. Alors, prenez le contrôle. Évaluez votre journée. Construisez-la comme si elle avait de l'importance, car c'est le cas. Plus d'objectifs flous, plus d'attentes pour voir comment vous vous sentez. Créez une routine qui est si intrinsèquement liée à votre identité que ne pas l'exécuter semble être une trahison. C'est le signe que vous vous êtes réellement engagé. En fin de compte, la grandeur n'est pas un moment éphémère, c'est un schéma cohérent. Votre routine sert de plan directeur pour cela. Il s'agit de maîtriser l'autodiscipline et la régulation émotionnelle. La majorité des gens se trouvent à la merci de leurs émotions. Ils réagissent instinctivement, ils parlent sans réfléchir, ils agissent de manière impulsive et prennent cela pour de l'authenticité. Ce qu'ils échouent à comprendre, c'est que des émotions incontrôlées sont le chemin le plus rapide pour saper vos propres progrès. Un seul moment de colère, une heure de distraction, une journée d'oisiveté, c'est tout ce qu'il faut pour annuler des semaines, voire des mois, de progrès réguliers. Les stoïciens reconnaissaient cela. Pour eux, le contrôle émotionnel n'était pas simplement une vertu, c'était une discipline mentale qui distinguait les forts des faibles. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'expression émotionnelle et passe sous silence la valeur de la retenue. Exprimez ce que vous ressentez, laissez-le sortir, ne retenez rien. Ce sont les sentiments que nous entendons sans cesse. Cependant, ce qui est souvent négligé, c'est que les émotions non maîtrisées peuvent vous tromper. Elles peuvent vous amener à couper des liens, abandonner vos aspirations et céder à des humeurs éphémères qui n'ont pas leur place dans une vision à long terme. La régulation émotionnelle n'est pas une question de répression, c'est une question de conscience. Il s'agit de reconnaître l'émotion au moment où elle surgit et de choisir de ne pas la laisser déterminer vos actions. Cela implique de faire une pause avant de réagir, de questionner l'impulsion qui se manifeste. C'est prendre un moment de recul et se demander « Cette action me rapprochera-t-elle de la personne que j'aspire à être ou m'en éloignera-t-elle » Les stoïciens pratiquaient cela chaque jour. Ils n'attendaient pas une crise pour les défier, ils formaient leurs esprits à l'avance. Marc Aurèle tenait un journal où il réfléchissait à ses sentiments, les observait et les analysait. Il ne rejetait pas ses émotions, mais il ne réagissait pas non plus de manière impulsive. Cette pratique vous permet de devenir si en phase avec votre moi intérieur que rien ne vous prend par surprise, ni la peur, ni la colère, ni le désir. Vous reconnaissez ces sentiments, puis vous faites un choix. L'autodiscipline émerge de cet état d'esprit même. Ce n'est pas une forme de punition, c'est plutôt une promesse, un engagement envers vous-même, selon lequel vos émotions ne sapent pas vos valeurs. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous allez négliger vos devoirs. Ce n'est pas parce que vous vous sentez insulté que vous allez riposter. Ce n'est pas parce que quelque chose semble agréable sur le moment que c'est bon pour votre vie. La discipline implique de faire ce qui est juste, pas ce qui est pratique. Cela signifie tenir bon quand c'est difficile. Cela englobe la formation d'habitudes qui correspondent à vos principes plutôt qu'à vos émotions. Les humeurs fluctuent, mais les valeurs restent solides. Pourtant, voici le défi. La maîtrise des émotions et la discipline se développent dans la solitude. Personne ne voit les luttes internes que vous endurez. Aucun applaudissement n'accompagne votre résistance aux impulsions nuisibles. Aucune célébration n'a lieu lorsque vous choisissez la modération au lieu de l'indulgence. Cependant, avec le temps, vous sentirez une transformation. Vous vous surprendrez à moins réagir de manière excessive. Vous commencerez à rechercher la validation moins souvent.
Vous cesserez de poursuivre la gratification immédiate. Votre manière de vous déplacer, de penser et de décider changera. Voilà l'essence du contrôle. C'est discret, ce n'est pas glamour, c'est solide. Ironiquement, en prenant le contrôle de vos émotions, vous découvrez également une plus grande liberté émotionnelle. Vous cessez de redouter l'inconfort. Vous n'évitez plus les conversations difficiles. Vous ne fuyez plus l'échec. Vous commencez à vivre selon vos propres normes, sans être à la merci de vos tourments internes. Réfléchissez à cela. Combien de fois avez-vous exprimé des regrets sur quelque chose dit sous le coup de la colère? Combien de fois avez-vous remis à plus tard vos aspirations à cause d'un manque de motivation pour agir? D'innombrables moments de faiblesse vous ont probablement coûté des mois de progrès. Ce ne sont pas des choses triviales. Ce sont des moments clés qui orientent le cours de votre vie et ils peuvent être évités non pas par chance, mais par un choix conscient. Le chemin qui vous attend peut sembler simple, mais il est loin d'être facile. Vous devez apprendre à devenir observateur de vos propres pensées. Prenez le temps de faire face à votre inconfort jusqu'à ce que vous le compreniez vraiment. Établissez des rituels qui vous ancrent. Tenir un journal, méditer, réfléchir chaque jour et faire de l'exercice. Engagez-vous dans ces pratiques non pas par tendance, mais parce qu'elles créent l'espace nécessaire entre l'impulsion et l'action. Avant tout, gardez ceci en tête. L'individu le plus fort n'est pas celui qui est dépourvu d'émotions, mais plutôt celui qui ne permet pas à ses émotions de le contrôler. Alors réfléchissez. Qui tient actuellement les rênes? Est-ce votre discipline ou vos envies, votre logique ou votre instinct? Votre futur vous ou votre humeur actuelle? L'individu qui parvient à se maîtriser, ses pensées, ses émotions et ses actions, devient imparable. Pas seulement dans les moments de force, mais de manière remarquable dans des temps de vulnérabilité. Réinventer son identité de A à Z devient essentiel. Il arrive un moment dans la vie où une simple amélioration ne suffit plus, quand l'ajout de quelques habitudes bénéfiques, la lecture de quelques livres ou le réglage de votre emploi du temps ne suffisent pas. Ce à quoi vous faites face n'est pas seulement un problème de comportement. C'est une crise d'identité. Vous avez peut-être changé de vêtements, de calendrier, voire de régime alimentaire, mais au fond de vous, vous continuez à fonctionner selon un concept de vous-même obsolète. Peu importe combien d'efforts vous mettez pour évoluer, l'identité brute vous fera toujours revenir à des schémas dépassés. La réalité est que vous ne pouvez pas établir une nouvelle vie tout en vous accrochant encore à une vieille image de vous-même. Acquérir de la discipline n'est pas possible si vous vous percevez toujours comme paresseux. Construire de la confiance est intenable tant que vous êtes encore attaché à des récits de faiblesse. Vous ne pouvez pas montrer de la force tout en vous qualifiant encore de quelqu'un qui est toujours en train de s'améliorer. La véritable réinvention ne concerne pas seulement le raffinement d'aspects de votre caractère, elle nécessite une reconstruction complète depuis les fondations. C'est pourquoi les stoïciens ont souligné l'importance de la découverte de soi plutôt que l'idée de se transformer en une autre personne. Ils prônaient la découverte de votre moi authentique, celui caché sous des couches d'attentes sociales, de peur, de culpabilité et de récits trompeurs. Marc Aurèle ne nous a pas demandé de feindre le courage. Il nous a exhortés à ne plus perdre de temps à débattre sur ce qui définit une bonne personne. Soyez-en une. Cela implique un changement de la concentration sur l'effort vers l'acceptation de votre essence fondamentale. Alors, comment initiez-vous ce changement ? Cela commence par dépouiller tout, chaque étiquette que vous avez acceptée, chaque identité que vous avez adoptée pour survivre ou pour l'acceptation sociale. Des phrases comme « je ne suis tout simplement pas doué avec les gens, j'ai toujours fait de mauvais choix » ou « je ne suis pas une personne du matin » ne sont pas des vérités. Ce sont des permissions que vous vous êtes accordées, des permissions qui influencent vos choix, restreignent vos actions et façonnent votre réalité.
Vous commencez par poser des questions plus difficiles. Qui m'a dit que c'était mon identité? D'où ai-je adopté cette limitation? Qu'est-ce que je gagne en m'accrochant à cette version de moi-même? Et que se passerait-il si je la lâchais? Ce voyage peut être inconfortable. Il implique de laisser partir des parties de vous-même que vous considériez autrefois comme familières, des aspects qui vous ont peut-être protégé dans le passé, mais qui maintenant freinent votre croissance. L'autocomplaisance, l'attitude passive, les formes subtiles d'auto-sabotage se manifestant par la procrastination, les justifications et l'indécision, ce ne sont pas votre vrai moi. Ce n'est qu'un masque qui doit être écarté. La réinvention ne consiste pas à créer quelqu'un de nouveau, il s'agit de redécouvrir qui vous êtes au milieu du chaos, de l'incertitude et des étiquettes. Il s'agit de prendre une décision consciente concernant le type d'individu que vous aspirez à devenir et de veiller à ce que vos pensées, comportements et décisions s'alignent constamment avec cette identité. Commencez par des petits pas, mais abordez-les avec intention. Si la personne que vous souhaitez devenir est concentrée, réveillez-vous chaque jour avec cette concentration. S'il incarne la sérénité, communiquez avec calme. S'il possède de la force, avancez avec détermination. Même si cela semble d'abord forcé, rappelez-vous qu'à travers la répétition, nous gagnons en confort, et le confort façonne finalement notre identité. Vous devez cesser de négocier avec votre ancien moi. Ne vous référez pas à votre passé pour justifier votre futur. Le passé est un point de repère, pas un manuel. Vous ne devez rien à votre ancien moi sauf le courage d'avancer. Si vous continuez à vous identifier à vos blessures, erreurs et échecs, vous ne ferez que les reproduire sous différentes formes. Il est crucial d'embrasser la solitude pendant ce voyage, non pas parce que les autres sont intrinsèquement nuisibles, mais parce qu'ils s'accrochent souvent à une version obsolète de vous. Ils se souviennent de vous comme quelqu'un qui plaisantait beaucoup, contribuait peu et cherchait désespérément l'approbation. Ils ne reconnaissent pas la croissance qui s'est produite. Ils voient votre histoire, et sans prudence, vous pourriez vous retrouver piégé dans un rôle dans une narration dont vous ne souhaitez plus faire partie. Par conséquent, réinventez-vous dans la solitude. Laissez le silence vous guider. Laissez vos actions tout au long de la journée, plutôt que vos déclarations, servir de preuve de qui vous êtes en train de devenir. Il n'est pas nécessaire de clarifier, il suffit de vivre. Lorsque votre approche se transforme, votre monde fera de même. La réinvention exige des rituels, routines matinales, réflexions quotidiennes, entraînement physique et promenades paisibles. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont les outils qui permettent de détruire le faux soi, révélant votre véritable essence. Une fois que vous avez découvert cette essence, protégez-la, nourrissez-la et alignez votre vie avec elle. Alors, considérez ceci. Êtes-vous toujours en train de construire votre avenir à partir des débris de votre passé? Ou êtes-vous prêt à jeter l'ancien plan et à construire une nouvelle structure basée sur vos valeurs, votre vision et votre vérité? Votre identité n'est pas statique, elle est façonnée par vos expériences. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui éclaireront votre chemin à venir. Acceptez l'autonomie, cette paix qui émerge lorsque vous cessez d'attendre que le monde vienne à votre secours. Comprenez qu'aucun mentor, partenaire ou ami, peu importe leurs bonnes intentions, ne peut porter vos fardeaux à votre place. Ils peuvent vous écouter, vous guider et vous soutenir, mais en fin de compte, ils ne peuvent pas parcourir votre chemin. Cela résume le principe de l'autonomie. Ce n'est pas une question de solitude ou d'arrogance, c'est plutôt la force sereine qui découle de la compréhension que vous êtes le seul à pouvoir bâtir votre propre fondation, sinon elle s'effondrera. Beaucoup de gens résistent à cette idée. Ils cherchent à être sauvés, désirent des raccourcis et souhaitent comprendre profondément les autres pour éviter l'introspection. La croissance authentique fonctionne différemment.
Elle exige de rendre des comptes. Elle requiert une responsabilité totale, inébranlable et radicale, non seulement pour vos succès, mais aussi pour vos échecs, décisions et perspectives. Dès que vous déléguez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous l'avez perdu. Les stoïciens l'ont souligné clairement. Épictète a enseigné que bien que nous manquions de contrôle sur les événements extérieurs, nous tenons les rênes de nos réactions. Ce n'est pas qu'un simple concept philosophique, c'est une feuille de route vers l'indépendance. Cela suggère que des circonstances parfaites ne sont pas une condition préalable à la construction d'une vie épanouissante. Ce dont vous avez réellement besoin, ce sont la discipline, la clarté et surtout le courage de compter uniquement sur vous-même. Cependant, clarifions, l'autonomie ne signifie pas se détourner de toutes les connexions. Cela signifie que vous ne comptez plus sur les autres pour votre validation. Cela implique de se sentir entier, que vous receviez des applaudissements, de la compagnie ou du réconfort. Il s'agit de la capacité à rester dans le silence, reconnaissant que vous êtes suffisant, non pas en raison d'accomplissement, mais parce que vous vous présentez à vous-même de manière cohérente. Cela ne vient pas instinctivement. La société nous a conditionnés à rechercher la sécurité émotionnelle, la motivation et l'identité chez les autres, liant notre estime de soi aux relations, aux carrières et au succès, qui peuvent tous disparaître soudainement. Quand cela se produit, beaucoup fléchissent, non pas à cause de la faiblesse, mais parce qu'ils n'ont jamais acquis la compétence pour se tenir debout de manière indépendante. Voilà l'essence de ce qui rend l'autonomie immensément puissante. Elle est inflexible et n'est pas influencée par des facteurs externes. Elle repose sur une stabilité intérieure. Vous n'avez pas besoin de sérendipité. Vous n'avez pas besoin d'un timing parfait. Vous devez vous éveiller, élaborer un plan et le mettre en œuvre. Même lorsque les autres doutent de vos capacités, même lorsque votre travail acharné passe inaperçu, même lorsque les résultats semblent tarder, cette forme d'engagement, ce désir intérieur, s'accumule avec le temps. Lorsque vous dépendez réellement de vous-même, vous devenez résistant à la manipulation. Vous ne cherchez plus la validation des autres. Vous ne vous rabaissez plus pour vous conformer. La peur du rejet se dissipe, car votre valeur personnelle ne dépend pas des opinions des autres. C'est à vous de l'affirmer, et vous êtes le seul à pouvoir l'enlever. Voici l'aspect crucial que beaucoup négligent. L'autonomie est une compétence cultivée. Ce n'est pas un trait inhérent, c'est quelque chose qui se développe à travers une série de choix conscients alors que vous honorez les engagements que vous prenez envers vous-même. Lorsque vous vous attaquez aux tâches difficiles, même dans la solitude. Lorsque vous optez pour la discipline plutôt que la distraction, ces petites victoires derrière des portes closes sont la manière dont vous gagnez votre confiance en vous. Vous passez de dire « J'espère que je peux y arriver » à déclarer « Je vais trouver un moyen ». Cette transition du souhait à la décision marque l'émergence de la force intérieure. Cela signifie le moment où vous cessez d'attendre la motivation et commencez à construire de l'élan. L'aspect remarquable de ce type de force est sa subtilité. Elle ne nécessite pas de crier, elle ne cherche pas le devant de la scène, elle fonctionne simplement avec intention, clarté et but. Avec le temps, les autres peuvent le sentir. Ils le reconnaissent, le respectent, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Donc, si vous vous sentez isolé en ce moment, c'est un signe positif. Cela indique que vous avez cessé de vous fier à ce qui est faible. Cela signifie que vous êtes sur le point de vous transformer entre la personne que vous étiez auparavant et celle que vous avez le potentiel de devenir. Ne reculez pas, ne demandez pas de secours, construisez-vous de l'intérieur, progressivement, jour après jour, avec détermination. Car lorsque vous maîtrisez l'autonomie, vous n'existez pas seulement aux dépens des autres, vous devenez quelqu'un dont ils dépendent, non par nécessité, mais parce que vous en avez les capacités. Transformer la douleur en force est essentiel, la douleur est une expérience universelle.
Elle touche chaque existence, chaque esprit, chaque cœur. La distinction entre ceux qui se brisent et ceux qui restent intacts ne réside pas dans la quantité de douleur endurée. Tout dépend de la manière dont ils la gèrent. Beaucoup de gens cherchent à fuir la douleur, à l'engourdir ou à la cacher. Ils s'immergent dans le plaisir, les distractions ou le besoin de validation. Cependant, un stoïque fait face à la douleur directement, se posant la question « Que puis-je apprendre de cela ?» Lorsqu'elle est affrontée de front, la douleur transcende la simple souffrance. Elle sert de signal, mettant en lumière les zones où un effort est nécessaire. Elle révèle des blessures émotionnelles et met en évidence des attachements et des faiblesses. Ainsi, la douleur ne doit pas être perçue comme une ennemie. Elle peut en fait servir de guide. Nous apprenons souvent à éviter l'inconfort à tout prix, le percevant comme un signe d'inadéquation ou de honte. Pourtant, les stoïques ont complètement redéfini cette perspective. Ils ont souligné que la douleur est une partie intégrante du parcours, non pas quelque chose à fuir, mais plutôt à embrasser. Marcus Aurelius a déclaré « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » C'est plus qu'une simple formule poétique, c'est un apprentissage. Les obstacles que vous percevez comme des entraves sont les fondations de votre résilience. Transformer la douleur en pouvoir commence par l'acceptation, non de la faiblesse, mais de la réalité. Reconnaître, ça fait mal, cette expérience a brisé quelque chose en moi. Ensuite, posez-vous la question, et maintenant, est-ce que je vais laisser cela définir mon identité ou vais-je l'exploiter pour me remodeler? Peu importe que votre douleur provienne d'une trahison, d'une perte, d'un échec ou de regret. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous la portez. Beaucoup portent leur douleur comme un fardeau, ce qui les ralentit, compromet leur posture et engendre amertume, méfiance et peur. À l'inverse, le stoïque la porte comme une armure, non pas pour se fermer, mais pour se rappeler ce qu'il a enduré et surmonté. La survie n'est que le point de départ. La véritable transformation se produit lorsque l'on tire du sens de ces expériences. Quand vous déclarez « À cause de cette douleur, j'ai découvert qui je suis. Je comprends maintenant ce que je ne tolérerai pas. Je sais ce que j'apprécie, ce que je protège et pourquoi je suis prêt à me battre. » C'est ça, le vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas des autres ou de facteurs extérieurs, mais qui se cultive de l'intérieur. Réfléchissez-y. Beaucoup des personnes les plus résilientes et ancrées que vous croisez n'ont pas simplement glissé dans cet état. Elles ont été façonnées par des défis. Elles ont dû faire face à l'humiliation, au rejet et à l'abandon. Elles ont vécu des pertes, de proches, de rêves. Pourtant, au lieu de laisser ces difficultés les briser, elles ont construit quelque chose de significatif. Un état d'esprit, un cadre, une philosophie. Elles ont transformé leur douleur en une force acharnée, leur chagrin en résilience, leur calme en perspicacité. Vous avez la capacité de faire de même, à condition de cesser de négocier avec la souffrance. Vous devez arrêter de vous demander pourquoi vous la ressentez et commencer à vous interroger sur ce qui vient ensuite. Vous devez supporter l'inconfort suffisamment longtemps pour qu'il vous transforme. Beaucoup abandonnent trop tôt, s'échappant avant que la douleur ait fait son œuvre nécessaire. Cependant, si vous persévérez à travers cela, pas simplement en tant que récepteur passif, mais avec intention, vous en sortirez plus raffiné, plus clair dans votre but, plus sage et plus avide de progrès. La douleur révèle également l'authenticité. Dans les temps faciles, tout le monde applaudit et tend la main. Pourtant, en période d'adversité, la vérité émerge. Vous voyez qui reste réellement, quelles habitudes s'effondrent et quelles croyances persistent. La douleur élimine l'inessentiel. Bien que ce processus puisse sembler sévère sur le coup, c'est un don. Il fournit une toile vierge, une conscience plus profonde, un niveau d'exigence supérieur et surtout une perspective.
Une fois que vous avez enduré une véritable souffrance et que vous en êtes sorti, les préoccupations futiles s'effacent. Vous cessez de paniquer face aux échecs. Vous ne cherchez plus la validation extérieure. Vous perdez votre peur de l'inconfort. Vous avez déjà affronté bien pire. Maintenant, vous avancez avec une autorité calme qui a été méritée et non empruntée. Donc, si vous ressentez de la douleur en ce moment, c'est un signe positif. Cela indique qu'il y a du travail à faire, un pouvoir à reprendre. Ne fuyez pas, ne vous anesthésiez pas et ne le cachez pas. Plongez plus profondément. Acceptez-le. Apprenez-en. Exploitez-le, car la douleur, une fois pleinement reconnue, se transforme en objectif, et l'objectif, lorsqu'il est mis en action, devient une forme de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Cultiver une éthique de travail inébranlable est essentiel. Il y a quelque chose de profond chez quelqu'un qui se présente jour après jour. Pas de justification, pas de célébration, pas de théâtralité. Juste un effort constant et dévoué. Pas motivé par des incitations externes, mais parce qu'un engagement a été pris envers soi-même. Un engagement à se relever au-dessus de la médiocrité. Dans une société accrochée au confort, aux raccourcis et aux solutions rapides, ce type de dévouement est rare. Et parce qu'il est rare, il possède un grand pouvoir. Pourtant, clarifions les choses. Une forte éthique de travail ne concerne pas simplement le nombre d'heures que vous y consacrez. Ce n'est pas une question de sacrifier votre sommeil pour une course effrénée ou de vous épuiser pour obtenir l'approbation des autres. Une véritable éthique de travail va plus en profondeur. Ce n'est pas ostentatoire. Ce n'est pas tape à l'œil. C'est interne. Elle repose sur une croyance ferme et inébranlable que le travail doit être accompli, peu importe les sentiments. L'avenir que vous désirez ne se créera pas tout seul. Bien avant que cela devienne un slogan motivant populaire, les stoïciens comprenaient cela. Ils considéraient le travail comme un devoir, une vocation, pas quelque chose à montrer sur les réseaux sociaux, mais comme un moyen de bâtir le caractère. Marc Aurèle régnait sur un empire tout en prenant chaque matin le temps de la réflexion, de l'écriture et de l'entraînement de son esprit. Il n'attendait pas que l'inspiration frappe. Il établissait des systèmes, créait des structures et surtout, il se présentait même lorsque le chaos l'entourait. C'est le type de discipline dont vous avez besoin, une qui perdure au-delà d'une phase éphémère, une qui endure à travers la monotonie, la frustration et les revers. Une éthique de travail inébranlable se façonne dans les moments où les résultats ne sont pas visibles. Quand personne ne reconnaît vos efforts, quand les progrès semblent stagnants, mais vous avancez quand même. Vous vous réveillez fatigué, mais vous êtes là. Vous manquez d'inspiration, mais vous accomplissez la tâche. Vous trébuchez, mais vous revenez plus fort, car une éthique de travail est un choix, pas une émotion. C'est un choix de devenir résistant aux excuses, de s'élever au-dessus des distractions et d'aligner vos actions quotidiennes avec vos normes les plus élevées, plutôt qu'avec votre humeur du moment. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas ce choix. Ils attendent le moment parfait, ils attendent de se sentir motivés, et c'est justement pour cela qu'ils restent stagnants. Faire une pause pour attendre de se sentir prêt est un obstacle à la création d'élan. La réalité, c'est que vous créez votre zone en agissant, et non l'inverse. Êtes-vous curieux de savoir ce qui favorise réellement la confiance en soi? Ce n'est pas une question d'affirmation ou de pensées optimistes. C'est une question de passer à l'action. C'est être fidèle à vos engagements. C'est réaliser que lorsque vous vous promettez de faire quelque chose, vous le faites réellement, pas d'exception. C'est là que l'estime de soi s'élargit. C'est comme cela que votre identité se transforme. C'est le voyage qui passe de l'essai à l'exécution véritable. Et exécuter ne signifie pas être parfait. Il vous arrivera d'échouer, vous allez trébucher. Pourtant, quelqu'un avec une éthique de travail tenace ne cherche pas des résultats parfaits. Il poursuit l'alignement, il recherche l'intégrité.
Chaque soir, il réfléchit en se demandant « Ai-je fait des progrès aujourd'hui ?» Même si ce n'est qu'un petit pas, il en reconnaît l'importance, car des efforts constants surpassent souvent des élans d'action sporadiques. Voici une autre idée cruciale. Beaucoup croient qu'ils ont besoin de grands bonds ou de mouvements transformateurs. En réalité, les changements les plus marquants proviennent de petites étapes persistantes, jour après jour, heure après heure. Une routine qui affine vos compétences plutôt que de vous épuiser, un rythme qui soutient, pas qui écrase. C'est ce qui rend une éthique de travail invincible. Elle ne s'épuise pas, elle s'accumule. Et oui, certains ne saisiront pas cela, le qualifiant d'obsession ou vous conseillant de vous détendre. Laissez-les parler, laissez-les dormir, laissez-les faire défiler sans but, laissez-les perdre des années à chercher des raccourcis. Car pendant qu'ils restent inactifs, vous allez construire. Dans 5 ans, le contraste ne sera pas seulement apparent, il sera indéniable. Cependant, rien de tout cela n'a de poids à moins que vous ne le choisissiez consciemment. Si vous ne prenez pas la pleine responsabilité de votre temps, de vos habitudes, de votre métier, personne d'autre ne viendra vous motiver. Personne ne surveillera votre discipline aujourd'hui. Cela concerne vous et vous-même, et c'est précisément ce qui lui donne de la force. Alors, réfléchissez à ceci. À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez d'attendre l'envie de travailler et vous engagiez à travailler, quelles que soient les circonstances? Que pourrait-il se passer si vous exerciez une pression quotidienne avec intention? Car la personne qui cultive une éthique de travail inébranlable n'atteint pas seulement ses objectifs, elle se transforme en quelqu'un d'inarrêtable. C'est l'état d'esprit de ceux qui refusent de céder. Il existe une intensité subtile chez certaines personnes. Vous ne la reconnaîtrez pas toujours à travers leurs paroles ou même leur posture, mais elle est là. Elle se manifeste dans leur présence lorsque les autres se retirent, dans leur persistance à avancer longtemps après que l'enthousiasme se soit estompé. Ils refusent de capituler, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont défini quelque chose de crucial pour eux, c'est non négociable. L'attitude de ceux qui n'abandonnent jamais n'est pas fondée sur l'excitation, ce n'est pas un manque de peur. En réalité, ils ressentent la peur. Ils rencontrent le doute, ils traversent des périodes où tout semble s'effondrer. Pourtant, voici la distinction, ils avancent quoi qu'il arrive. Ils se sont conditionnés à interpréter la résistance non pas comme une raison de s'arrêter, mais comme une indication qu'ils sont précisément là où ils doivent être. Le stoïcisme sous-tend cet état d'esprit. Il enseigne que la vie n'est pas censée être facile, et surtout que la facilité n'est pas l'objectif, le but est la force. Comme l'a écrit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail le fait pour le corps. Ce n'est pas simplement une idée poétique, c'est une dure réalité. Ceux qui ne renoncent jamais ont accepté les difficultés comme un aspect essentiel de leur caractère. Ils ne fuient pas les défis. Il les utilise. Ce voyage commence par un choix unique. Cessez d'anticiper un chemin sans embûches. Une fois que vous vous attendez à des défis, vous vous y préparez. Savoir qu'ils approchent signifie que vous ne paniquerez pas lorsqu'ils arriveront. Vous vous y confrontez. Vous respirez à travers cela. Et vous vous rappelez que c'est le prix à payer pour se développer. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensaient que ce serait plus simple. Ceux qui sont inflexibles n'ont jamais commis cette erreur. Pourtant, la détermination seule n'est pas suffisante. Ce qui distingue vraiment ceux qui persistent, c'est leur clarté. Ils reconnaissent ce pourquoi ils se battent. Ils possèdent une motivation qui les pousse en avant, même les jours où ils souhaiteraient disparaître. Cette motivation transcende le confort, dépasse l'ego et éclipse les excuses. Cela pourrait être la liberté ou la rédemption. Peut-être est-ce le chemin qui consiste à prouver à eux-mêmes qu'ils ont évolué par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Quoi qu'il en soit, cela leur sert de force d'ancrage. Lorsque des défis surviennent, ils ne se laissent pas emporter. Ils s'enfoncent.
Ils cessent de négocier avec leurs émotions, abandonnant la quête de motivation. Ils s'ancrent dans leurs principes plutôt que dans des sentiments éphémères. C'est l'essence de la mentalité stoïque. Agir non pas parce que les circonstances sont idéales, mais parce que l'action est essentielle. Et voici la réalité sans phare. Il y a des moments où vous pouvez ne pas voir de progrès, pas pendant des semaines, pas pendant des mois, et peut-être même pas pendant des années. Pourtant, ceux qui sont implacables ne mesurent pas leur avancement uniquement par les résultats. Ils l'évaluent à travers l'alignement, à travers une conviction intérieure qu'ils exécutent ce qui est nécessaire, indépendamment de la reconnaissance ou des éloges. Leur construction n'est pas faite pour les applaudissements, c'est pour créer un impact de manière constante et inébranlable. Ils reconnaissent que l'abandon ne se manifeste pas seulement par le fait de renoncer. Il peut se présenter sous forme de compromis, de distraction, de perfectionnisme ou d'un cycle interminable de préparation au lieu de l'action. Les individus tenaces discernent ces pièges. Ils sont habiles pour identifier quand leur esprit essaie de les tromper et ils réagissent par une action décisive. Ils n'attendent pas d'être prêts, ils s'engagent à commencer. Et quand ils trébuchent, comme nous le faisons tous, ils refusent de rester vaincus. Ils retirent les leçons apprises, réinitialisant leur trajectoire. Ils reviennent, non pas accablés par la honte, mais alimentés par une détermination renouvelée. Pour eux, l'échec représente simplement une autre répétition, un autre élément de construction, une autre leçon apprise. Ils ne le prennent pas à cœur, au contraire, ils l'intègrent dans leur parcours. L'état d'esprit de ceux qui refusent d'abandonner est ancré dans cette conviction. Je n'ai peut-être pas le plus grand talent, la capacité la plus rapide, ni l'intellect le plus aiguisé. Pourtant, je serai le dernier debout. Et cette conviction devient autoréalisatrice. Chaque jour, il valide cette croyance par le travail, le sacrifice et des choix faits silencieusement, même quand personne ne leur reprocherait de s'en aller. Alors, réfléchis à ceci. Quelle est ta limite pour abandonner? Quand as-tu tendance à jeter l'éponge? Et plus crucial encore, quelle version de toi-même attend au-delà de cette frontière? Une fois que tu parviens à franchir ce seuil, tu commences à redéfinir ton identité. Tu évolues d'une personne qui ne fait que tenter à quelqu'un qui mène systématiquement les tâches à bien. Peu importe la reconnaissance extérieure, le monde ne récompensera peut-être pas immédiatement tes efforts, mais il viendra un temps où il reconnaîtra tout ce que tu as construit et l'appellera discipline, force et succès. Pourtant, tu comprendras la véritable essence de tout cela. Il s'agit de refus, il s'agit de résistance, il s'agit de ténacité. C'est cette lueur silencieuse en toi qui t'incite doucement à continuer d'avancer. Tu ne te réinventes pas par simple hasard. Tu ne te réveilles pas un matin transformé en la personne que tu as toujours admirée. Cela exige une intention délibérée, cela nécessite des sacrifices, cela appelle des moments de silence et de solitude, ainsi qu'un engagement ferme à devenir quelqu'un que les autres n'ont pas encore vu, mais visible pour toi. Cette vision, cette référence intérieure, est tout ce qui compte. Ton ancien moi a joué un rôle vital, mais il n'est plus le bienvenu dans l'avenir que tu es en train de façonner. La personne qui a accepté le manque de respect, qui a remis ses aspirations à plus tard, qui a rompu ses promesses envers elle-même et qui a trouvé des excuses par crainte est désormais terminée. Non pas par mépris, mais parce que tu l'as surpassée. Le chapitre à venir ne dépend pas de son endurance, il nécessite ta croissance. Cette discussion ne concerne pas des solutions rapides ou une motivation éphémère. C'est un rappel de quelque chose de plus profond. La puissance réside dans le démantèlement des obstacles. La force émerge du fait de marcher sur un chemin solitaire. La véritable transformation se produit lorsque tu as le courage de libérer des personnes, des habitudes, des pensées, des commodités et chaque excuse faible qui te gardait autrefois en sécurité mais stagnante. Maintenant, tu es conscient. Maintenant,
Tu comprends ce qui devient possible lorsque tu incinères ton ancienne identité et commences de nouveau avec une clarté indéfectible. Non guidé par la peur ou l'hésitation, mais avec une conviction solide que ce que tu construis à partir de maintenant sera plus fort, plus affiné et plus aligné que tout ce que tu as jamais vécu auparavant. Ainsi, la décision t'appartient. Vas-tu porter le fardeau de la personne que tu étais autrefois, ou vas-tu enterrer cette partie de toi-même et t'élever? Quoi qu'il en soit, ton avenir te regarde.